Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, alors je suis maîtresse de conférence. Voilà, j'aime bien préciser plutôt que. Mais bon, voilà, chacun dit comme il veut et comme il préfère. Et donc, à Paris, en fait, donc à Sorbonne Université, où je suis donc enseignante en fait en bioinformatique, en écologie et en évolution. Et par contre, ma recherche, je la fais au Muséum d'histoire naturelle et ma recherche tourne surtout autour donc, de la génomique environnementale. Et donc, je suis co-responsable de l'équipe atelier de bioinformatique où j'ai le plaisir d'accueillir des étudiants, alors, mais en bioinformatique, mais aussi en écologie, en évolution et en microbiologie. Donc, c'est assez divers. J'essaie de faire travailler voilà, tout le monde ensemble et autour de thématiques de recherche qui vont être donc surtout centrées sur des questions de biodiversité. Donc, je vous remercie vraiment aujourd'hui de me proposer cette présentation parce que je trouvais que c'était une excellente occasion en fait, de faire le bilan sur ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, voilà, on a connu l'essor en fait, et l'arrivée du séquençage à haut débit dans les laboratoires et donc dans nos analyses. Et je voulais faire un point aujourd'hui sur est-ce que ça a changé quelque chose ou pas sur nos perceptions de la biodiversité. Et est-ce que donc ces données que je vais appeler ensuite des données métaomiques, c'est-à-dire l'ensemble des séquences qu'on peut récupérer dans les écosystèmes, est-ce que ça nous permet au fur et à mesure d'aider à la modélisation de ces écosystèmes? Alors, la génomique environnementale, on va se poser toujours globalement les mêmes questions. Ça va être qui est là, qu'est-ce qui est fait et dans quelles conditions. Alors, la plupart du temps, on va aussi s'intéresser plutôt à des organismes qui sont microscopiques. Alors, on s'intéresse aussi aux organismes qu'on veut voir à l'œil nu, hein. Mais le plus souvent, le maximum du monde vivant, de la biodiversité, de la biomasse, ça va être dans les écosystèmes, notamment les écosystèmes des océans, qui sont ceux que je regarde en priorité. Donc, ça va être constitué d'organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc ça va être des archées, des bactéries, des eucaryotes unicellulaires. Ça, c'est la majorité, en fait. Et donc, on va poser des questions de biodiversité. On espère que des données de séquences qu'on va obtenir dans les écosystèmes vont nous renseigner, en fait, sur l'abondance de ces organismes. Alors, le plus souvent, on va essayer de compter, on va dire, des espèces. Mais en fait, ces séquences, elles ne nous renseignent pas seulement sur les espèces, mais ça nous renseigne sur différents niveaux, comme par exemple la diversité finalement des molécules qu'on va pouvoir trouver, la diversité potentiellement des métabolismes, la diversité des communautés. Et donc, on extrapole toutes ces différentes échelles de diversité jusqu'aux écosystèmes. Et du point de vue des sciences, donc ça, je vous ai dit les questions très basiques, mais voilà, on les complexifie un petit peu au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on a plus de données, on essaie de répondre aussi aux questions maintenant, qui fait quoi, qui interagit avec qui. Alors ça, c'est surtout parce qu'on a de plus en plus de données, donc on espère pouvoir avoir des plus grosses de données et faire des corrélations sur les interactions possibles. Et qu'est-ce qui est fait, et qui fait quoi avec qui. Il y a vraiment on peut de plus en plus poser ce type de questions sur qui collaborent ensemble ou évoluent ensemble ou s'adaptent ensemble en exploitant ces jeux de données de séquences des écosystèmes. Et donc ça, c'est possible, je vous ai dit, parce que on a maintenant le séquençage à haut débit depuis une bonne dizaine d'années. Ça commence à rentrer en fait dans les laboratoires et dans tous les projets qu'on analyse. Et donc qu'est-ce que ça nous a apporté finalement ce séquençage au débit depuis une dizaine d'années? Forcément, ça va. Alors, il y a un effet on obtient des données plus rapidement. C'est relativement de bonne qualité. Alors, la longueur aussi, on a des séquences de plus en plus longues, donc ça, c'est intéressant. Mais évidemment, le coût, je veux dire, le nerf de la guerre, c'est plutôt le coût. Alors, vous devez déjà forcément connaître ce type de graphique, mais le gros avantage des données omiques et métaomiques, c'est qu'on a une baisse du coût en fait, du séquençage au cours de temps, depuis ces 20 dernières années. Maintenant, voilà, on est dans une situation où on peut obtenir un génome humain pour moins de 1 000 $, alors qu'autrefois, voilà, il fallait des vingtaines, en tout cas des dizaines d'équipes pour obtenir le génome humain. Et du point de vue de la métagénomique, donc de l'étude notamment de la biodiversité dans les écosystèmes,
Et bien, comme le séquençage coûte moins cher, on peut aussi faire beaucoup plus d'études en fait, de ces écosystèmes. Alors, la métagenomique, il faut bien garder en tête que ça a commencé bien avant le séquençage à haut débit, c'est-à-dire que déjà avant, avec du séquençage Sanger, on allait voir dans les environnements et on essayait d'obtenir des séquences. Il y avait déjà des projets de métagénomique voilà, avant que le séquençage à haut débit rentre vraiment dans les laboratoires, mais au fur et à mesure, il y a de grands projets qui sont développés. Et actuellement, en fait, voilà, les 5 dernières années, on a observé en fait une accélération du nombre de projets. Les nombres de projets ont été multipliés par 10. Et la quantité de données en fait, analysées par personne change aussi. Ça, c'est important. Je trouve que du point de vue de la formation, j'aime bien insister sur ce point-là. Alors, c'est assez nombriliste et centré ce que je vais raconter, mais voilà, quand moi j'ai commencé mon master, d'ailleurs mon premier stage c'était à Montpellier, donc je remercie d'ailleurs à l'ICEM, donc je remercie encore une fois chaleureusement en fait l'ICEM de m'avoir ouvert les portes finalement de la science. Et voilà, quand on obtenait 16 séquences d'une longueur de 500 paires de bases, on avait déjà fait un très bon stage, on va dire. Au fur et à mesure, en fait, des années, la quantité de données en fonction voilà, de la personne qui les analyse augmente. Donc, quand je suis passée ensuite en thèse, puis en postdoc, il y a une augmentation très importante. Et quand je compare maintenant entre moi, les données que j'avais analysées, et par exemple Pavla, qui est actuellement en postdoc en fait, dans mon équipe, la quantité de données qu'elle a analysées, donc 10 ans après, on se rend compte qu'en 10 ans, il y a un saut sur la quantité de données analysées qui a été multiplié finalement par 1000. Donc ça, c'est très important parce que finalement, quand on va travailler donc, sur des questions de biodiversité actuellement dans les écosystèmes, on va vous demander vraiment d'avoir finalement une formation, ou en tout cas d'excellentes bases en bioinformatique et en biostatistique. Donc, voilà, les compétences qu'on demande pour travailler dans le milieu ont également changé. Donc, pour revenir en fait aux données maintenant qu'on peut obtenir, ce qui est formidable, voilà, c'est qu'on a plein de données dans plein d'environnements. Au fur et à mesure qu'il y a des campagnes aussi et des projets qui sont financés, on commence à avoir une bonne couverture, par exemple, quand je parle des écosystèmes marins, on commence à avoir une bonne couverture d'un point de vue géographique, c'est-à-dire on a des points d'échantillonnage dans différents océans du monde. On commence à avoir aussi des points d'échantillonnage de plus en plus en profondeur, dans des profondeurs voilà, de la colonne d'eau dans les océans. On a aussi des points qui sont échantillonnés de plus en plus régulièrement. Donc, on a vraiment voilà, une couverture à la fois spatiale et dans le temps qui commence à être importante de ces communautés. Et alors, le nerf de la guerre aussi, là, on espère finalement que ces données vont être quantitatives. C'est-à-dire que l'abondance finalement des séquences qu'on obtient et qui nous permet potentiellement voilà, de parler de la diversité des organismes ou des espèces et de quantifier en tout cas ces diversités, on espère qu'elle est représentative du nombre d'individus qu'il y a en fait dans les écosystèmes. Et ça, finalement, c'est un problème parce qu'on sait qu'il y a des individus qui vont avoir des copies multiples, en fait, par exemple, dans leur génome. Et même par exemple, juste pour du 18S ou du 16S. Et ça va poser des problèmes parce que ce n'est pas le même nombre de copies, en fait, si on travaille sur certaines lignées ou plutôt sur d'autres lignées. Donc, en fait, il n'y a pas de règles. Et comme la majorité des organismes de ces écosystèmes, en fait, sont non cultivables, ce ne sont pas des organismes de référence, on n'a pas de règles claires, en fait, pour inférer la quantité des cellules, la quantité des espèces, la biomasse, à partir en fait des mesures d'abondance qu'on va faire avec des séquences. Donc ça, c'est un vrai problème, ça pose vraiment débat quand on va ensuite, en tout cas, faire par exemple de la modélisation. Et on va dire que voilà, pour le reste du topo, je vais essayer de rester sur le consensus que ces données métaomiques sont des mesures, on va dire, semi-quantitatives plutôt que quantitatives, et ça nous donne donc un proxy pour des mesures de biodiversité. Alors, quand donc, on essaie de mesurer ou estimer la biodiversité, on va utiliser des unités les plus classiques, en fait, ça va être ce que je vous disais avant, les espèces, que je mets entre guillemets, ou les fonctions, même si voilà, si vous demandez à différents biologistes une définition finalement de ces termes, vous pouvez tomber sur des définitions extrêmement différentes.
Alors, quand on a des données issues du séquençage à haut débit, on va travailler finalement, comme on a beaucoup de données, on va travailler avec des unités qui sont dites pragmatiques. Alors, vous connaissez peut-être déjà ces termes, hein. Ça va être des OTU, des Operational Taxonomic Units. Ça peut être des MAGs, ça c'est un acronyme pour parler d'espèces métagénomiques. Finalement, en fait, donc les espèces métagénomiques, c'est des séquences en fait, qui vont représenter comme des communautés ou des proxys d'espèces. C'est des séquences souvent courtes qui vont être co-assemblées sur en fait, leur profil d'abondance. Et donc, comme c'est des séquences qui coabondent ensemble, on estime que c'est des communautés potentiellement récurrentes dans les écosystèmes. Donc, ce serait comme des proxys d'espèces. Donc, ça, c'est ce qu'on fait pour avoir des sortes d'unités. C'est des unités qui vont être discrètes et qui vont nous permettre d'avoir, par exemple, des mesures de diversité. On va avoir des tables d'abondance qui vont nous permettre de mesurer la diversité des OTU dans les écosystèmes, ou la diversité ou l'abondance des espèces métagénomiques dans les écosystèmes. Ça, c'est vraiment des unités très pragmatiques. Mais bien évidemment, la biologie est bien plus complexe que ça. Et je vais juste vous citer 2 exemples. Mais donc voilà, le problème, c'est qu'on aimerait des unités qui sont discrètes, mais la biologie, c'est souvent des unités qui ne sont pas discrètes. Et donc, si je prends l'exemple, par exemple, des pangénomes, donc au fur et à mesure, comme on a de plus en plus, par exemple, de génomes ou de transcriptomes de référence, mais en tout cas, parlons des génomes de référence, pour une même espèce, pardon, si on compare en fait différents génomes, on va s'attendre en fait, pour une même espèce, à ce que tous ces génomes en fait, partagent les mêmes familles protéiques. C'est ce qu'on va appeler finalement le corps génome. Or, parfois, il y a une certaine quantité de familles protéiques qui peuvent être propres à une souche plutôt qu'une autre, en fonction par exemple de là où elle a été isolée. C'est possible, entre une souche qui vient des zones polaires et une souche qui vient de la même espèce, qui vient de zones tempérées. On peut peut-être trouver des variations sur la composition en fait en famille protéique. Et donc, c'est ce qu'on va appeler par contre cette fois-ci donc, le génome accessoire. Et finalement, au fur et à mesure, on a de plus en plus de données sur les micro-organismes. On se rend compte qu'il y a des lignées qui vont avoir un corps génome très gros et un petit génome accessoire, mais on peut avoir aussi des lignées qui, au contraire, vont avoir un corps génome très petit et beaucoup de génomes accessoires. Donc ça pose un problème parce que finalement, nos entités, elles ne sont pas discrètes et ce n'est pas évident, en tout cas, si on veut travailler sur ces espèces, ensuite d'avoir une quantification, on va dire, dans les environnements, surtout si on va surtout séquencer du génome accessoire. Et donc ça a été trouvé chez beaucoup de lignées de bactéries, mais comme on commence à avoir de plus en plus de données aussi sur les unicellulaires eucaryotes, on se rend compte qu'il peut y avoir des phénomènes finalement qui sont similaires et il peut y avoir pas mal de lignées, ou en tout cas certaines lignées qui fonctionnent de la même manière. Donc ça pose un problème pour les quantifier dans les environnements. Et le deuxième point, de plus en plus en fait en biologie, parce qu'on a beaucoup de données, on commence à conforter aussi les concepts d'holobionte. Alors les concepts d'holobionte, c'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans que ce concept a été énoncé. Mais finalement, en fait, on ne vit pas tout seul. Alors que ce soit des macro-organismes avec des micro-organismes, nous, par exemple, nous sommes des holobiontes, nous sommes donc des homo sapiens avec nos microbes qui vivent sur nous, dans nous, etc., qu'on acquiert au fur et à mesure, en fait, à partir du moment où on est. Et donc, et chez les micro-organismes, c'est pareil, en fait. Là, ici, vous avez une représentation avec un unicellulaire eucaryote qui est dit hétérotrophe, qui vit en fait en symbiose avec des unicellulaires eucaryotes phototrophes, donc avec des microalgues. Donc finalement, c'est une association en fait entre ces lignées qui sont très diverses, enfin qui n'ont rien à voir en fait, qui ne sont pas directement apparentées. Et plus on obtient en fait de données, des séquences sur les écosystèmes, et plus on met en évidence en fait que les interactions, elles sont partout, et notamment des symbioses potentiellement mutualistes, comme on voit ici, sont très répandues et omniprésentes finalement dans les écosystèmes. Et donc là, quand on veut mesurer en fait, et quantifier ces organismes,
et voir leur adaptation, potentiellement penser à leur évolution. Il faut vraiment réfléchir à deux entités qui n'ont rien à voir évolutivement parlant au départ, mais finalement aussi qui coévoluent et qui sont co-adaptés ensemble. Donc ça, voilà, c'est un point qui est que ça, ensuite, ça pose encore des problèmes quand on cherche finalement voilà, à quantifier en fait cette biodiversité dans les écosystèmes. Et donc là, je vais vous lister, alors je vais essayer de ne pas être trop longue, mais voilà, tous les challenges en fait qu'on a encore quand on travaille en fait avec les données métaomiques. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on va essayer de mesurer cette biodiversité, on va le faire et on va essayer de la comparer par rapport à la connaissance qu'on a déjà. Et donc, les bases de données qu'on a actuellement, elles sont biaisées parce qu'on a surtout des génomes de référence ou des transcriptomes de référence d'organismes qu'on peut cultiver. La plupart du temps, ça va être des organismes qui vont être capables de vivre dans des conditions, on dit, pour faire de la photosynthèse, c'est-à-dire on va juste leur donner, on va dire, des nutriments, de la lumière et ils arrivent à survivre. Donc ça, c'est un gros biais. Alors que potentiellement, ils sont quand même encore pas capables de faire de la phagotrophie, de manger l'exote, etc. On va surtout aussi avoir des génomes et d'organismes finalement qui ont des petits génomes et potentiellement peu complexes, avec peu de répétitions, qui sont relativement faciles à assembler. Je dis bien relativement, hein, parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Et donc ça, c'est aussi un gros biais. On va surtout avoir des organismes de référence aussi qui sont des pathogènes et des pathogènes potentiellement humains. Donc en fait, toutes ces connaissances de base qui nous permettent de savoir qui est là dans les environnements et qu'est-ce qui est fait, c'est via le prisme en fait de ces bases de données de référence qu'on fait totalement incomplète parce qu'on n'est pas capable de cultiver des organismes, voilà, la plupart des organismes qui vivent dans les environnements. D'ailleurs, quand on essaie d'assigner en fait et d'annoter taxonomiquement ou fonctionnellement finalement donc ces jeux de données, il y a plus de 50% des données qui sont inconnues, donc inconnues fonctionnellement et ou taxonomiquement. Et la tendance globale, c'est finalement de se concentrer sur ce qu'on connaît. Vous allez avoir dans la plupart des articles, ça va être on a trouvé tant d'espèces métagénomiques ou tant de familles protéiques et la moitié est inconnue et ensuite, zoom sur ce qu'on connaît. Et c'est tout. Et donc ça c'est un des champs de recherche sur lesquels j'aime bien travailler, en tout cas dans mon équipe. C'est finalement est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter ces données qui sont inconnues, rien qu'en croisant par exemple des jeux de données de campagnes différentes, parce que quelque chose qui est inconnu à un endroit peut être aussi retrouvé inconnu dans un autre endroit, mais au moins on sait que cet inconnu peut se trouver dans deux endroits différents et potentiellement soit des mêmes niches environnementales, soit des niches environnementales différentes, et donc ce sont des inconnus ubiquiteux et potentiellement abondants. Donc il y a largement quelque chose à faire aussi pour exploiter ces connaissances. Alors, dans le milieu aussi, quand on travaille, on va vraiment, quand on commence à avoir de plus en plus de jeux de données, il se pose vraiment des problèmes en fait, de standardisation, parce qu'on aimerait comparer les données entre la campagne qui a eu lieu dans la zone polaire, avec la campagne qui a eu lieu sous les tropiques, etc. Mais ce n'est pas nécessairement le même volume d'eau qu'on a filtré au début, ce n'est pas les mêmes protocoles de biologie moléculaire qui ont été utilisés pour faire les extractions, pour obtenir les séquences. Le séquençage n'est pas le même, par exemple, même si on fait du séquençage Illumina, en fait, les technologies, finalement, entre il y a 3 ans et actuellement, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Et aussi le traitement bioinformatique derrière. Voilà, on s'améliore dans les méthodes, etc. C'est pas le même. Donc, il y a vraiment des problèmes pour une standardisation. Est-ce qu'on peut vraiment comparer et comment comparer ces différents jeux de données. Donc, en bioinformatique, on a vraiment beaucoup de travail pour essayer déjà de s'homogénéiser les uns les autres et de partager cette information. Et donc voilà, pour surtout alors, de la modélisation, on a besoin de taux, on a besoin de savoir combien il y a d'organismes derrière, par exemple. Et finalement, le lien entre cette diversité moléculaire, cette biodiversité qu'on mesure, et la biomasse, je vous ai dit avant, ce n'est pas évident, parce qu'on n'a pas de règle qui dit tant de séquences, une abondance de tant de séquences est égale à tant d'organismes. Donc ça pose vraiment des problèmes. Alors, concrètement, je reviens là-dessus, ça pose des problèmes, mais pour quel type d'analyse? Alors,
on espère normalement que voilà, les données métaomiques, ça nous permet de répondre à plein de questions. Évidemment, on est des magiciens, on peut répondre à toutes ces questions. Quelle est la structure des communautés? Quelle est la diversité? On peut répondre potentiellement aussi à quelles sont les capacités physiologiques et quelle est la résilience, en tout cas, de ces communautés dans ces écosystèmes. Si vous vous intéressez aussi donc, à une question ou à un processus en particulier, on peut essayer d'aller regarder ça dans ces données, c'est-à-dire si vous vous intéressez plutôt au transfert d'énergie, au stress dans les océans, si vous vous intéressez plutôt au cycle du carbone ou de l'oxygène, si vous vous intéressez à la production primaire, si vous vous intéressez aux interactions, qu'elles soient entre organismes ou entre organismes et avec les conditions, on va dire, environnementales, comme les nutriments, la température, etc. Voilà, théoriquement, les gros jeux de données métaomiques permettent d'explorer ces questions. Et en fonction voilà, des jeux de données que vous avez, vous pouvez poser ces questions de manière actuelle ou alors potentiellement par rapport au passé ou dans le futur, ou dans un contexte de changement climatique, où vous pouvez poser ces questions de manière globale ou locale. Et donc, sur tous les jeux de données qui existent, et voilà, sur toutes les publications qui ont déjà été faites, je pense qu'on peut distinguer deux grands types d'analyses. Soit vous avez déjà une idée en fait, des bases génomiques en fait, que vous allez rechercher dans les écosystèmes et dans les environnements. Par exemple, voilà, la photosynthèse ou la fixation d'azote. Et donc là, on a quand même, on a une bonne connaissance de départ sur quelles sont les familles protéiques qui sont impliquées finalement voilà, dans une partie de ces processus. Donc là, vous pouvez aller rechercher voilà, des séquences homologues dans les environnements et voir quelles sont leurs abondances et voir donc leur structuration dans l'environnement potentiellement à partir des jeux de données métaomiques. Soit, donc ça, c'est évidemment ce que je vais développer un petit peu rapidement par la suite. Il y a aussi les méthodes qu'on va dire plutôt, on va regarder les données, on va essayer de faire parler les données pour donc potentiellement parler des processus. Donc, c'est les méthodes bottom-up, data-driven, que je vais développer. Et donc, ça, c'est vraiment, si vous n'avez aucune idée potentiellement des bases génomiques qui sont liées au processus qui vous intéresse. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, si vous êtes plutôt dans ce cas de figure-là, on a vraiment un besoin dans le domaine pour développer des méthodes pour générer finalement des hypothèses. Parce qu'encore une fois, la plupart de ces communautés sont non cultivables. Donc, il faut explorer en fait cette masse de données, voilà, qui nous est maintenant donnée, on va dire ça comme ça. Et donc là, je vais juste vous présenter rapidement, alors c'est une étude, elle date quand même, mais ça vous présente en tout cas le principe, en tout cas de ce que je viens de dire, d'une étude qui est basée sur l'étude des données pour ensuite parler des processus, mais sans qu'on ait aucune idée ou sans partir avec des a priori sur quelles sont les bases génomiques impliquées dans les processus qui vous intéressent. Donc ça, c'est une étude auquel j'ai participé il y a quelques années, où on regardait donc des données métaomiques issues des écosystèmes marins, donc des données de métagénomique environnementale. Et l'idée, c'était essayer de voir quelle était la communauté impliquée dans l'export de carbone dans les océans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de matrices d'abondance des gènes ou des familles protéiques, on a construit des réseaux de concurrence afin de délimiter finalement quels sont les gènes ou les familles de gènes qui étaient vraiment coabondantes ensemble dans les environnements. Donc, ça nous a permis en fait, d'obtenir ce que ensuite j'avais appelé des modules, donc des modules de séquences. Et dans ces modules de séquences, on peut avoir des séquences qui sont connues, dont on connaît la fonction ou on connaît à qui elles appartiennent. Ou il y a aussi énormément de séquences inconnues, ici représentées en gris, et donc en bleu, c'est les séquences par contre qui sont connues. Donc à partir de ces modules, chacun des modules, on a essayé de faire on l'a corrélé finalement aux paramètres environnementaux ou abiotiques qu'on avait, le paramètre quantitatif. Par exemple, on a regardé leur corrélation globale de la communauté par rapport à la concentration en oxygène. Alors, on l'a fait avec plein d'autres paramètres, avec le pH, avec les nutriments,
etc. Alors, il y a certains modules qui peuvent corréler significativement, d'autres où on ne trouvait aucune corrélation. Et comme ce qui nous intéressait le plus, c'était l'export de carbone, on avait une mesure quantitative finalement de l'export de carbone pour nos communautés et une mesure aussi de la production primaire pour ces communautés. Et donc, ça nous a permis, dans cet énorme jeu de données, d'identifier des communautés de gènes qui étaient co-abondantes et potentiellement impliquées, ou en tout cas corrélées à l'export de carbone. Alors, encore une fois, comme c'est des corrélations, ça reste des hypothèses. Ça ne veut pas dire que, en tout cas, corrélation ne veut pas dire causalité, mais ça permet en tout cas de délimiter certaines séquences, certaines familles protéiques qu'on pourrait ensuite aller rechercher dans les environnements. Et pour, par exemple, les données des fractions enrichies en communauté bactérienne, on avait isolé notamment 2 modules de communautés de gènes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces communautés de gènes, vous allez avoir en fait une partie connue qu'on arrive à assigner fonctionnellement, et on avait aussi une grande partie de gènes dont les fonctions étaient inconnues, mais qui seraient potentiellement des biomarqueurs de ce processus d'export de carbone dans les océans. Et donc, ce qui est assez intéressant, moi, ce que je trouve hyper enthousiasmant, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître nécessairement la notation fonctionnelle finalement de ces gènes, mais par ces méthodes où on part sans a priori, on peut essayer de déterminer des biomarqueurs pour suivre les processus dans les écosystèmes. Ici, c'est le processus de l'export de carbone. Donc ça a été énoncé, ces idées dès 2016 et même avant. Donc les concepts étaient énoncés avant. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on détermine avec des jeux de données, des gros jeux de données métaomiques, qui est important, qui est un bon thermomètre, on va dire, pour mesurer l'export de carbone dans les océans. On pourrait ensuite créer via des mini-robots, en fait, on pourrait créer des sondes pour suivre en fait, finalement la bonne santé de ce processus dans les écosystèmes. Et ce qui serait même intéressant, c'est pas nécessairement juste lister la biodiversité des espèces ou donc lister la biodiversité des fonctions, mais ce qu'on pourrait faire avec ces robots, c'est suivre donc juste le shift, finalement, le changement d'expression finalement de ces processus dans les océans. Et donc, encore une fois, dès 2017, ça a été énoncé aussi et proposé dans une vision du futur. Qu'est-ce que serait le futur? Alors ça, c'était pour les écosystèmes terrestres, cette revue. Mais donc, le futur, finalement, du suivi et des mesures de biodiversité serait potentiellement des machines ou des robots automatisés qui feraient l'échantillonnage, l'extraction, le séquençage, qui enverraient donc toutes ces données métaomiques dans des clouds qui permettraient de suivre finalement les écosystèmes. Donc, on les comparerait par rapport à des données qu'on connaît déjà. On les comparerait par rapport à des prédicteurs finalement peut-être de ces processus qui seraient déterminés potentiellement par machine learning. Donc, on pourrait suivre finalement les interactions et les changements et les variations potentiellement d'expression de ces processus dans les écosystèmes. Et donc, je vais terminer cette présentation en remerciant évidemment mes collaborateurs, mes très nombreux collaborateurs qui me permettent au quotidien d'avoir ces réflexions à la fois entre données météomiques, mais aussi à quoi servent les données météomiques, notamment pour les personnes qui font de la modélisation des écosystèmes. Je vais remercier aussi les instituts de Sorbonne Université, comme l'Institut de sciences des calculs et des données et l'Institut de l'océan, qui me permettent et qui financent une partie de mes projets. Et je vous remercie chaleureusement pour votre attention. Et je remercie aussi évidemment toute mon équipe et toutes les personnes qui viennent et qui ont envie de travailler, qui ont des profils, comme je disais, très différents, que ce soit, j'ai des gens qui viennent de master de bioinformatique, de master de microbiologie, de master évolution et écologie. Et donc, c'est, j'allais dire, l'interaction entre toutes ces personnes qui fait la richesse, en tout cas, des recherches qu'on peut faire. Je vous remercie pour votre attention.